Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis plus de 40 ans, vous vous êtes beaucoup dépensé via un timbre qui vous a permis de trouver votre voie. Aujourd'hui, vous faites l'économie d'autres timbres à travers une réponse groupée à vos fans, sous la forme d'un livre. Bonjour Louis Bertignac. Bonjour Jacques. C'est vrai que jolie petite histoire qui paraît au Cherche Midi, ce sont vos mémoires, votre autobiographie. Oui. Et vous l'avez écrite avec toute la sincérité que vous pouvez avoir. Et puis on va l'évoquer avec notre sincérité et des dates clés de cette autobiographie. Avec plaisir. Alors, la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 22 février 1973, la sortie d'un film qui vous doit beaucoup. Elle court la banlieue. Film culte pour vos parents et qui vous a sauvé votre carrière. C'est à lui que je dois pas mal. Oui, parce que mes parents étaient très très inquiets parce que je jouais de la musique de plus en plus et je travaillais de moins en moins au lycée. Et ils avaient très peur pour mon avenir. Ils pensaient que j'étais en train de devenir mendiant. Et Jacques Higelin, que j'avais rencontré quelques mois auparavant, m'a demandé et tes parents, ça va? J'ai dit non, ils sont très inquiets. Il me dit, tu veux que je vienne leur parler? Je dis ouais, et puis donc ma mère organise un dîner. Elle avait adoré justement ce film, Elle court la banlieue. Et donc ils ont préparé une belle nappe, ils ont fait un beau dîner parce que Jacques Higelin, c'était quand même la première personne un peu célèbre à venir dîner à la maison. Et donc adorable, il s'assoit et il commence à discuter avec mes parents. Et puis à un moment, il se lance dans une de ces tirades qui l'ont rendu célèbre. Mais cette fois-ci, c'était à mon sujet. Il leur dit, écoutez, votre fils, il respire la musique, il a ça dans le sang, il est très doué, et arrêtez de vous inquiéter, il s'en sortira. Et c'est un grand musicien, etc., etc. Et du coup, à partir de ce soir-là, mes parents ont été un peu plus confiants en ma carrière. Alors, pour votre culture personnelle, Elle court la banlieue, il y a des débutants devenus célèbres. Il y a Miu et Coluche qui apparaissent dans une scène, Jean-Michel Ribes, et il y a Alice Sapritch, automobiliste hargneuse, et Georgette Plana, qui est une vieille chanteuse des années 50, qui est dans ce film aussi. D'accord. Ah ouais. Alors, Higelin, vous l'avez connu débutant. Il sortait de Brigitte Fontaine et de Pierre Barou au château d'Hérouville. Vous l'avez entendu un jour chanter dans un studio. Oui, c'était une fête au château d'Hérouville et comme j'étais le seul des copains à avoir une voiture, il y a un copain qui me dit, il y a une fête, est-ce que tu veux bien m'emmener? J'avais une 4L, donc je dis, bon, on y va, ok. Et à cette fête, je vois un mec dans une salle, il y avait plusieurs pièces qui étaient remplies de gens, et dans une pièce, il y avait un type qui chantait, entouré de public, qui chantait « Docteur, j'ai besoin d'un docteur ». Et là, je me suis dit, waouh, il chante en français, c'est incroyable, et ça sonne très rock, son truc. Et voilà, fin de l'histoire, mais une demi-heure après, je rencontre Valérie Lagrange, et elle jouait de la guitare sèche dans une pièce, toute seule. Et donc, je sors ma guitare de l'étui, ma guitare sèche, et je me mets à jouer avec elle. Et on s'entend très bien, elle trouve ça bien. Et moi, j'étais impressionné parce que c'est une très belle femme. Et moi, j'étais juste un gamin comme ça. Et je la ramène à la maison. On sort ensemble. On passe la nuit ensemble dans la chambre de ma grand-mère, enfin chez mes parents. Et 2 jours après, elle me dit, tu vois, t'avais croisé un type là, celui qui chantait Docteur. Je dis ouais. Est-ce que tu veux venir le voir? Il répète, il a un concert à l'Olympia, en première partie d'un groupe, je sais pas comment il s'appelle, bon, je dis bah ouais, on y va bien sûr. Et on arrive à l'Olympia avec Valérie, et on voit sur la scène, il y a ce mec-là, ce grand mec, qui est en train de s'engueuler avec le guitariste, et qui lui dit, si t'es pas content, tu te casses. Et le guitariste se casse. Donc il y a un blanc sur scène, et elle me dit, tiens, on va en profiter pour aller dire bonjour. Donc elle va faire des bisous avec Higelin, qui était un vieux copain à elle, et moi je fonce vers le guitariste, je lui dis, mais t'as une Les Paul, c'est une guitare très connue, mais que j'avais pas le blé pour me la payer, quoi. Et je lui dis, et il me dit, t'es guitariste? Je lui dis, ouais, tu veux l'essayer? Ouais, avec plaisir. Il me met la guitare dans les bras et je joue pendant 1 minute ou 2. Et à ce moment-là, Higelin me dit, écoute, tu veux pas jouer avec nous? On a besoin d'un guitariste, du coup.
Je dis avec plaisir, et c'était mon premier job qui a commencé comme ça. Voilà. Et finalement, vous avez beaucoup apporté à Higelin parce que votre numéro à 2 lui a permis ensuite de se développer et presque d'improviser. Moi, je me souviens de 2 concerts d'Higelin 2 jours de suite. Je n'ai pas vu le même spectacle. Ah ouais. Ça, il changeait tout le temps. Ah oui. Mais moi, j'étais un spécialiste de l'impro, et lui aussi. On s'était bien trouvés tous les deux. Et c'était royal. Du coup, il savait que je savais improviser et que j'adorais ça, que c'est ce que je faisais le mieux. Et lui aussi, donc il me faisait confiance. On pouvait arriver même à 2 sur une grande scène et on savait que ça allait bien se passer. Voilà. Alors, il se trouve que vous avez grandi à Paris, mais vous êtes né à Oran. Ouais. Puis à 3 ans, vous êtes venu en France. Ouais. Vous avez quelques vagues souvenirs, je crois, d'un journal. C'est le seul souvenir que vous ayez de l'Algérie. Ouais, je me souviens que ça sentait mauvais. Hein. On parlait de bombes, d'attentats, de trucs comme ça. Et donc, ça commençait à discuter d'aller en France, quoi. Et je me souviens d'un bateau avec mon oncle qui est parti genre quelques mois avant nous vers la France, et je me souviens que mon père lui a lancé un journal du port jusqu'au haut du bateau, et le journal est tombé dans l'eau. Je sais pas pourquoi, mais c'est le plus vieux souvenir que j'ai. Alors, il y a l'oncle, mais aussi il y a votre grand-mère, à qui vous devez beaucoup parce que elle était institutrice. Ouais. Elle vous a appris à lire et à écrire très très tôt, Louis Bertignac. Oui, parce qu'à l'époque, on entrait à l'école à 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est 3 ans, mais donc à 5-6 ans, elle tenait à me faire apprendre avant les autres. Et j'étais le petit-fils adoré, donc elle voulait que je sois doué. Donc à 5-6 ans, je savais lire et écrire. Donc c'était un gros avantage pour la suite. Si bien que au premier classement, j'ai été premier ex aequo. Et elle a été voir le prof pour lui demander comment il est pas premier tout seul. Et vos parents étaient très fiers. Ouais. Et vous imaginez médecin, cardiologue. Un jour. Quelque chose ce qu'ils appelaient une bonne situation. Ouais. Seulement voilà, papa s'occupait de jukebox et rapportait les disques à la maison, Louis Bertignac. Oui, ça a été une de ses erreurs. Mais... Donc tout petit, j'ai adoré les disques de rock que je mettais dans le manche-disque, mais ça m'est sorti d'esprit après. Après, j'étais juste un bon élève, mais je jouais au foot à la cour pendant la récré. Je jouais à plein de trucs, quoi. J'ai passé tout ce temps-là à jouer en dehors de l'école. C'était que du jeu. Je jouais au foot même dans le couloir de l'appartement avec les copains. C'était des jeux comme ça, où je m'amusais à lancer des boules dans le couloir, aux grandes dames de la voisine du dessous, juste pour faire des courses entre les boules. Enfin, mais surtout, votre père rapportait du jukebox des disques, dont celui-ci. Buvons, le sirop typhon, universel, panacée. Et vous chantiez à tue-tête, Louis Bertignac, cette chanson, qui est en fait une chanson anglaise, qui était une chanson médicale au départ. Ah ouais. C'était pour un vrai produit pharmaceutique, ouais. et qui est devenu le sirop typhon, et ça vous marquait. Ça et d'autres. Heureusement, j'avais pas que ça. Dans ma collection, j'avais Bill Haley, Gene Vincent, Chuck Berry, beaucoup de choses comme ça aussi. Et la guitare dans votre chambre, vous passiez des journées à jouer de la guitare. Elle est venue beaucoup plus tard, quoi. Ouais. Elle est venue vers 12-13 ans, et à partir de 14 ans, oui, j'ai découvert les Stones, les Beatles, et je me suis dit, je veux faire comme eux, donc j'ai passé des jours et des jours, genre à 10 heures par jour, en plus de l'école, à jouer de la guitare. Oui, ou parfois à la place de l'école, non? J'allais quand même à l'école, j'étais sérieux, mais j'étais moins assidu qu'au début. Et c'est vrai qu'à l'époque de la première à la terminale, parfois je remplaçais l'école par la guitare. Surtout que vous aviez entendu un jour des jeunes parler d'un groupe qu'ils constituaient. Et ça vous a marqué, Louis Bertignac. Ouais, parce que après, ensuite, je commençais à jouer pas trop mal. Et j'allais j'allais au foot avec l'école. Et en rentrant du foot, il y a deux types d'années supérieures. Ils devaient être genre une classe au-dessus de moi. Et ils disent, on répète demain. Et ça m'a marqué. J'allais les voir, mais vous répétez quoi? On a un groupe de musique. Ils me disent, et puis, dès le lendemain, je me suis dit, allez, moi aussi, je veux un groupe. Donc, j'ai demandé à quelques potes dans la classe, tu sais jouer de quelque chose? Un qui me dit, ouais, un peu de piano, l'autre un peu de batterie.
Eh ben, on fait un groupe. Donc, on avait notre premier groupe. Alors, c'était évidemment, ça devait être ignoble, la musique, mais j'étais fier, j'avais mon premier groupe. Oui, surtout en jouant à l'oreille, parce qu'on n'avait jamais appris à lire la musique. Non. C'est vrai que, de toute façon, les trucs que j'aimais, ça n'existait pas en partition. Les Rolling Stones, les Beatles, à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, ouais, j'ai joué beaucoup en apprenant avec mes oreilles, à essayer de retranscrire ce que j'entendais. Ça a pris beaucoup de temps, mais je regrette pas parce que ça m'a développé les oreilles. Et vous aviez à l'époque une crainte. Vous aviez vu un sondage dans la rue d'un journal qui annonçait que 2% seulement des gens qui avaient une vocation la concrétisaient. C'est vrai que c'était de toute façon un gros souci pour moi, parce que j'adorais ça. Je rêvais de faire un groupe de rock. Comme les Beatles ou les Stones, mais tout le monde me disait oh non, tu vas pas gâcher ta carrière à faire le con comme ça, tu vas devenir Clodo. Et c'est vrai que j'hésitais entre les deux. J'adorais la musique, mais j'osais pas me lancer dedans. Et c'est vrai qu'un jour j'ai rencontré ce mec Jean-Louis Aubert qui m'a impressionné parce que lui, il était comme moi, sauf qu'il avait 1 an de moins. Il était aussi un peu hippie comme moi, mais lui, il m'a dit franchement, moi, c'est ma vie, je veux être musicien. La suite, on la connaît et on va l'évoquer à travers une date, le 12 novembre 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Louis Bertignac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Louis Bertignac avec ce livre Jolie petite histoire au Cherche-Midi, une autobiographie que vous avez écrite vous-même, c'est pas si fréquent aujourd'hui, et une autobiographie, on apprend plein de choses sur votre carrière et vous évoquez naturellement ce 12 novembre 76 qui est le tournant de votre vie. C'est un des tournants les plus importants, bien sûr. C'est-à-dire, j'avais une bande de potes avec qui je faisais de la musique tout le temps. Et mais je venais de quitter Jacques Higelin. J'ai végété pendant 6 mois et un jour je me suis décidé, j'ai été voir Jean-Louis et je lui ai dit écoute, depuis 2-3 ans on parle sans arrêt de faire un groupe, on n'a qu'à le faire. Moi j'ai remarqué que quand Higelin jette le micro, je me retrouve tout seul et j'assure le truc et ça marche bien, les gens ont envie d'écouter du rock'n'roll. Alors on fait ce groupe. Il me dit écoute, ouais j'aime bien les mots que tu viens de me dire et justement... Richard a décoté un concert qu'on devait faire avec ce groupe, un autre groupe, mais le bassiste s'est engueulé et du coup on se retrouve comme des cons avec Richard. Richard Kolinka, ouais. Que vous aviez rencontré, je crois, dans un concert de Vince Taylor. Vince Taylor, ouais, qui était fou à l'époque. Moi je me souviens d'une rencontre avec Vince Taylor, il m'avait regardé, il m'avait dit qu'il était Jésus-Christ. Ah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Il était difficile, il était assez instable. Voilà. Et donc Richard Kolinka, Jean-Louis Aubert, vous, et puis c'était mes potes. Ouais. Donc je dis, Jean-Louis me dit, écoute, il y a Richard qui est un bon batteur. Je dis ouais, il y a un peu de jazz rock. Et puis, mais par contre, j'ai Corinne qui est une bonne bassiste. Ça fait des mois que je joue avec elle, elle assure. Et Jean-Louis me dit, ouais, mais enfin c'est ta femme. Je dis ouais, bah c'est pas grave, on va essayer comme ça. Et donc on essaye. Tous les 4 de faire ce concert et on fait la promo comme des fous de ce concert, on distribue des tracts dans la rue, terrasse de café, etc. Et c'était bourré à craquer. Et on joue et les gens, et ça leur a beaucoup plu. Ils étaient éclatés et nous aussi, ça nous a plu. Et donc c'était notre premier concert, on n'avait pas de nom, c'était un point d'exclamation sur la fichette qu'on avait faite. Et donc, à la suite de ce concert, il y a tout de suite 2-3 mecs qui étaient à ce concert qui nous appellent. On avait laissé nos coordonnées. Ils nous appellent disant, moi j'ai une MJC, je peux vous faire jouer. Moi j'ai une autre MJC, je peux vous faire jouer. Moi j'ai une école comme ça, vous pouvez venir jouer. Donc ça nous fait, à partir d'un concert, on en a trouvé 3. Et ensuite, à partir de ces 3-là, on a dû en avoir 9, etc. Et ça a fait boule de neige. Et on a beaucoup joué la première année comme ça. Avec justement des chansons qui avaient été écrites auparavant, dont une qui ensuite est devenue célèbre. Hygiaphone, ça arrive avec téléphone. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom de téléphone a été choisi. Il y avait, on dit souvent téléphone aussi dans la chanson. Oui. Décroche ton téléphone et au bout de 3 concerts avec le point d'exclamation, on voyait que ça commençait à marcher. On s'est dit bon, il faut un nom.
Et on a cherché des noms, et Jean-Louis nous a proposé téléphone. Alors j'ai dit, ouais, mais c'est bizarre, c'est un objet comme ça, c'est même un peu vieillot comme objet. Et il nous dit, ouais, mais c'est la communication entre les gens, et regarde dans la rue, et on regarde dans la rue, il y a trois cabines avec écrit téléphone dessus, on s'est dit, bon, ça nous fera une promo éternelle. Voilà. Et en même temps, Hygiaphone, je ne sais pas si vous le savez, le premier Hygiaphone est né juste après la guerre. Il y avait une grande épidémie de grippe en France, comme le Covid. Ah ouais. Et ça provoquait un absentéisme à la SNCF. Et on a mis des Hygiaphones pour qu'on puisse commander et acheter des billets de train, et c'est comme ça que c'est passé. Sans se contaminer. Ah ouais, et ça marche. Alors. Et ça a marché puisque l'Hygiaphone a permis de tomber entre 46 et 47 de 355 absentéismes à 35. À 10, ouais. C'est pas mal. Alors, les concerts débutent et puis il faut trouver une maison de disques et là, vous avez toutes les propositions de la Terre. Ouais, c'est ça, parce que les concerts marchaient bien. On a même décidé de autoproduire, parce que tout ce qui était business, ça nous faisait peur. Autoproduire un 45 tours. C'est-à-dire, on n'avait pas le fric pour le faire enregistrer. Donc, il y a un type qui nous a dit, écoutez, je fais pas un contrat avec vous, mais je vous fais enregistrer un single dans une boîte, c'était au Bus Palladium. Vous enregistrez votre truc, je vous en donne 2000 et vous me laissez le droit d'en vendre. Il a fait une bonne affaire, je crois. Je crois qu'il a dû en vendre pas mal, ouais. Et vous aviez un tampon sur le disque que vous vendiez à la sortie des concerts. Ouais, c'est ça. En fait, lui, il avait une pochette. Les morceaux, c'était Hygiaphone et Métro c'est trop en live, donc. Et nous, le deal, c'était qu'on ait une pochette blanche. Donc nos 45 tours avaient une pochette blanche, et nous on avait acheté des tampons écrits téléphone avec un encrier rouge. Et à la fin des concerts, on les tamponnait. Et si on avait le temps et les gens le voulaient, on signait aussi. Et ces 45 tours valent une fortune aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, ouais, je regrette, j'en ai aucun. et effectivement, il y avait sur ce 45 tours, Métro c'est trop. Chanson que vous avez interprétée au Théâtre Campagne Première pour 3 francs 6 sous, je crois. Le concert était... Oui, on n'était pas très bien payé, mais bon, on faisait pas ça pour gagner des sous, mais on avait remarqué justement à ce Théâtre Campagne Première qu'avec ce qu'on était payé, on pouvait pas rentrer nous voir. Oui. C'est-à-dire qu'on devait être payé 50 francs en tout, et que si on avait voulu y aller, ça nous aurait coûté 80 francs. Quoi. Voilà. Et en même temps, vous pensiez à l'avenir. Alors les maisons de disques, on vous invitait à déjeuner dans des grands restaurants. Ouais. Vous arriviez en jean. Ouais, il y a eu ces épisodes, ouais. C'est-à-dire, on était très remontés contre ces gens-là, qui représentaient le monde du fric. Bon, on était un peu en armes. Ils représentaient le monde du pognon, de l'arnaque, etc. Et donc, on se laissait inviter, mais en sachant que ça avait pas de chance de marcher, notamment les types qui nous prenaient de haut en disant, ouais, on va casser la baraque avec vous, vous allez voir. Et on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. On n'avait pas envie de rentrer dans ce monde-là. Et finalement, il y a un type, l'air de rien, un type que j'avais rencontré à l'époque d'Igelin, qui nous invite, même pas à bouffer, il nous invite chez lui, il nous dit, écoutez les gars, je connais vos opinions par rapport aux maisons de disques. Là, vous n'avez pas besoin d'une maison de disques, mais je peux vous aider. Parce que je peux prendre du fric de la maison de disques pour vous aider à faire des disques de qualité, etc. Et il était tellement sympa, il s'appelait Philippe Constantin, et on a signé avec lui, donc avec EMI. Et ça a marché tout de suite, ouais. Et vous êtes devenu un phénomène de société que vous expliquez, parce que finalement, à l'époque, vous êtes dans l'air du temps, Louis Bertignac. Téléphone, c'est l'air du temps. Oui, il y avait ce côté où on avait peut-être 1 an ou 2 d'avance, parce que nous, on était des fous de musique anglo-saxonne. Et quand les gens découvraient les Beatles, nous, on les connaissait depuis l'album d'avant. Donc, on avait 1 an ou 2 d'avance. On était comme des fous avec ça, parce que ça marchait pas encore en France. Et donc, on est arrivé avec une musique qui était simple, qui était du bon rock, qui était un peu une copie des Rolling Stones, il faut l'avouer. Et que dont les gens avaient envie, quoi. J'avais remarqué ça à la fin de la période avec Higelin, les gens avaient envie d'entendre ce truc.
Donc, il se trouve que c'est ça qu'on aimait jouer. Et donc, voilà. Et vous avez bien fait, tombé. Louis Bertignac, une tournée aux États-Unis. Et je crois qu'un soir, il y avait un seul spectateur dans la salle. Ouais, cette tournée aux États-Unis était très folklorique. Bien, il y a eu pas mal de concerts à New York qui se sont bien passés parce qu'il y a quand même beaucoup d'expatriés français dans ces pays-là. Et donc, mais on arrive à Chicago, évidemment, on arrive avec tout le matériel. On a pris l'avion, on débarque à Chicago, on loue un petit bus. Et on voit pas l'organisateur du concert. On devait jouer dans un pub et on voit pas le mec. Donc on se dit, on met tout dans le petit bus qu'on vient de louer. On y va. Donc on y va, on trouve l'adresse, on arrive et on frappe à la porte du pub et on dit voilà, c'est nous. Et le type nous dit mais vous êtes pas au courant que c'est annulé depuis longtemps? Il dit bah non, on n'est pas au courant. Et le type nous dit bon écoutez, si vous voulez, puisque vous êtes là, vous avez qu'à jouer. Et donc on sort le matériel, on répète un peu, et puis on fait notre concert, et à l'heure du concert, il y avait 0 mec dans le pub. Mais bon, on commence courageusement, et vers le 3e morceau, il y a un mec, un grand black, un peu chic, qui rentre dans la boîte, il s'assoit, il boit sa bière, et il a assisté à tout le concert. Alors, quand il applaudissait, on était très heureux, quoi, ça suffit, quoi. Il suffit d'une personne qui a l'air contente pour qu'on soit comment dire, on n'était pas ravis, mais on était quand même contents. C'est arrivé en France dans un théâtre de chansonniers un soir où il y avait un seul spectateur et donc les chansonniers se sont relayés sur scène pour essayer de le faire rire et c'était pas évident. Et ça a marché finalement. Ah ben voilà, c'est le même genre. Alors, autre date importante pour vous, c'est le 23 février 1984. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio, donc avec Louis Bertignac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Louis Bertignac pour ce livre de mémoire, jolie petite histoire, une très belle histoire au Cherche Midi et une date importante, 23 février 1984, vos 30 ans, ouais. Et vous allez les fêter de façon extraordinaire, Louis Bertignac. Oui, en fait, on était très connus, on était en France, on était connus et on était en train d'enregistrer un album qui s'est appelé Un autre monde dans la campagne anglaise. Et en studio de Glyn Jones qui avait travaillé avec les Beatles, les Stones, Led Zeppelin, les Who, tout ce que j'adorais. Et une semaine avant, Glyn Jones vient me voir, il me dit alors tes copains m'ont dit que c'était ton anniversaire la semaine prochaine. Tu veux qu'on fasse une fête? Je lui dis ouais, bien sûr. Il me dit est-ce que tu veux que j'invite des gens parce que tu connais pas grand monde dans le coin? Je lui dis effectivement, je connais personne. Donc invite tous les mecs avec qui tu as travaillé. Et c'était fabuleux parce qu'on était dans la soirée là. Il fêtait aussi son anniversaire ce jour-là. Et on voit un après l'autre débarquer Eric Clapton, Charlie Watts, Ringo Starr avec sa femme, la James Bond girl, Cat Stevens, Jeff Beck, Jimmy Page de Led Zeppelin, John Entwistle des Who. Et c'était hallucinant. Je comprenais pas. Alors à chaque fois, on me présentait. Glyn Jones me présentait ces gens-là. Je disais bonjour. Et si vous voulez, on ira faire le bœuf tout à l'heure, si ça vous dit. Ouais. Et après le gâteau, tout ça, je dis on descend, on va faire le bœuf. Donc on descend tous les deux, Richard et moi. Et on se retrouve au sous-sol. Et qui nous a suivis, c'était Jimmy Page de Led Zeppelin et John Entwistle des Who. Ouais. Et John Entwistle, en arrivant sur l'ampli de Corinne d'ailleurs, il met tous les boutons à fond, il branche sa basse et Jimmy Page, je lui file une Stratocaster que j'avais, une Fender, et moi j'ai ma guitare habituelle et Richard est sur sa batterie habituelle. Et ça commence à improviser et on improvise pendant des heures. À faire le bœuf, à improviser sans chanter, juste de la musique comme ça, des riffs, un riff après l'autre. Et j'étais au paradis, quoi. Oui, on a l'impression d'avoir rêvé dans ces cas-là. Exactement. Alors, il se trouve que les Rolling Stones ont été importants pour vous depuis que vous avez entendu cette mélodie. Sympathy for the Devil, qui au départ s'appelait The Devil Is My Name, c'était le premier titre de la chanson, et cette chanson, vous l'avez entendue, Louis Bertignac, et ça a été le déclic. Ouais, c'est un album que un collègue, un autre élève,
apporté en cours d'anglais. Et donc le prof nous a fait la traduction de ce morceau et il nous l'a fait écouter genre 10 fois pendant qu'il traduisait. Et j'ai craqué et puis j'ai demandé au copain, tu peux me prêter ton disque? Je l'ai ramené à la maison. J'ai écouté ce 33 tours mais d'une traite. Et pendant 2-3 jours, parce que j'y avais droit pendant 2-3 jours, j'ai pas arrêté de l'écouter. Ensuite j'ai rendu l'album, j'étais un peu dépité, mais donc j'ai demandé à mes parents de me le racheter. Ça a été vraiment un déclic extraordinaire. Et puis j'ai attendu impatiemment le suivant des Rolling Stones, et c'était Let It Bleed, qui était une pure merveille aussi. Et j'étais aussi amoureux des Beatles à ce moment-là. Et donc il y a un Abbey Road qui est arrivé, il m'a arraché les larmes. Il y a plein d'albums fantastiques qui sont sortis ces années-là. Le Led Zepp 3, Led Zepp 4. Le Who's Next, des Who, puis je suis tombé amoureux de Jimi Hendrix, de Otis Redding et de beaucoup de monde comme ça. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, Louis Bertignac, c'est qu'un jour, vous avez enregistré dans le studio voisin des Stones et vous avez réussi à entrer dans le studio, que vous n'étiez pas là pour jouer de la musique et servir de leurs instruments. Ouais, on a réussi. Les Stones devaient arriver 2 jours plus tard, mais tout leur matériel était déjà en place. Et on a soudoyé le gardien, pour qu'il nous laisse entrer quelques minutes dans le studio des Stones. Et donc on est entré quelques minutes, mais on a pris les guitares, on s'est mis à jouer, on a bu du whisky, on a joué avec on a bouffé des cacahuètes. Et évidemment, le lendemain, il y a pas le patron, mais le gérant des Rolling Stones, qui était leur pianiste, qui s'appelait Ian Stewart, c'est un gros gars, qui est venu nous dire, vous avez joué sur le matériel des Stones? Oui, monsieur, on est désolé. Ne recommencez pas. Donc, et c'est comme ça que vous avez connu Charlie Watts. Et oui, en fait, 2-3 jours après, donc ils sont arrivés, 2-3 jours après, j'ai enfin osé ouvrir deux grosses portes de leur studio et essayer de les regarder par la petite vitre. Et je les vois en train de s'installer, mais je vois pas Charlie Watts. Et en fait, je vois la première grosse porte qui s'ouvre et c'est lui qui arrive. J'étais vraiment gêné, quoi. Je lui dis, I'm sorry. Et il me dit, mais non, il a été charmant avec son sourire vraiment adorable. Et il me dit, si tu te mets dans un coin, tu déranges pas. Tu parles pas, tu te mets dans un coin. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et tous les soirs, je m'approchais timidement et il me disait, même, mets-toi dans un coin. Et donc, je faisais ça. Et puis, au bout d'un moment, on se rendait tous compte que il y avait lui, Charlie Watts et le bassiste Bill Wyman qui arrivaient toujours à l'heure, c'est-à-dire à minuit. Ils commençaient à répéter à minuit. Mais en fait, les 3 autres arrivaient à 2-3 heures du matin. C'était régulier comme ça. Et dès le 2e jour, il s'ennuyait un peu. Donc Charlie Watts m'a dit, tu veux pas prendre une guitare? Je dis, volontiers. Donc je prends la guitare et on fait le bœuf. Et c'était devenu presque habituel. À la limite, je priais pour que les autres arrivent le plus tard possible pour continuer mes jams, on dit pas mes bœufs. Il se trouve que Charlie Watts, au départ, son rêve, c'était le jazz. Ouais. Et il est devenu batteur de rock parce qu'il n'était pas assez bon musicien de jazz. Mais il s'habillait comme ses idoles, c'est-à-dire Miles Davis, Duke Ellington et Fred Astaire. Ah ouais. En permanence. Ah ouais, c'est marrant. Et puis, ils avaient une autre passion commune qui était le circuit 24. Le circuit 24, c'est un jeu que une génération a découvert en années 60, qui était un jeu français créé par Étienne Jouette, qui était un véritable circuit avec des manettes pour jouer avec des voitures. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais fan. J'en avais un quand j'étais petit et j'en avais racheté un quand j'ai eu mes 25 ans. Ou 22 ans, quoi. J'en avais racheté parce que j'adorais ça. Ouais. Et un jour, je vois Ron Wood débarquer avec un circuit comme ça au studio. Et je lui dis en passant, tu sais, j'en ai un, il est grand, il est super beau. Alors si on couple nos 2 circuits, ça va donner un super circuit à 4 pistes, très grand. Il me dit, oh yeah, bien sûr. Et donc il me donne l'adresse où ils habitaient, Ron Wood et Keith Richards. Donc j'y vais avec mon circuit, on fait un grand circuit. Et alors le grand moment, c'est quand Keith Richards a pris une voiture et la manette. Et alors que nous, on était comme des fous, on essayait d'aller le plus vite possible, on faire des courses. Lui, il a pris la manette et il a fait un tour le plus lentement possible.
Et à la fin du tour, il s'est marré, puis il a posé la manette. Voilà. Et vous auriez pu intégrer les Rolling Stones à l'époque, Bertignac. Je crois pas. Ça a été, vous avez postulé un petit peu. Bien sûr, j'ai postulé, mais d'une manière assez ridicule. C'est-à-dire que c'était avant téléphone, hein, j'étais vraiment un gamin. Mais ils avaient besoin d'un guitariste et ils recherchaient. Alors il y avait Clapton, il y avait Jeff Beck, il y avait beaucoup de possibilités. Mais moi, je trouvais que j'avais joué toute ma vie avec eux, avec leurs disques, donc je pouvais éventuellement remplacer Mick Taylor qui était parti. Et donc, un copain me dit, tu sais, Jagger il est au Plaza Athénée à Paris, à l'hôtel. Et donc, je vais dans le Plaza Athénée et je demande, je voudrais parler à monsieur Mick Jagger. On me dit, il est sorti. Donc j'attends 2 heures et pendant la 3e heure, je commençais à écrire un petit mot. Bonjour, je m'appelle Louis et je voudrais postuler pour une place au sein des Rolling Stones. Voilà le numéro de téléphone de mes parents, vous pouvez m'appeler là-bas. Et voilà, il a jamais appelé. Voilà, il a peut-être jamais eu le mot surtout. Non, et puis un jour j'en ai parlé, Ouais. On est sorti dans une boîte après une répétition et il me dit... Et je lui raconte l'histoire, elle me dit « Oh, mais comment ? Mais c'est trop bête, j'aurais dû t'appeler chez tes parents. » On Ouais. avait besoin d'un guitariste à l'époque, en rigolant. Alors il se trouve qu'ensuite vous avez eu votre second groupe après Téléphone et que vos débuts ça a été sur une jonque à New York. Ah C'est ouais, quand même ouais, assez ouais. inattendu, Louis Bertignac. Bah oui, en fait, j'avais déjà des morceaux pour le prochain visiteur, le premier visiteur. Et un ami que je connaissais comme ça, qui me dit « Bah écoute, ça te dirait d'aller jouer à New York tu peux aller jouer sur une jonque sur le port de New York. C'est organisé par Madame Mitterrand pour le bicentenaire de la République. Donc, ou de je sais pas quoi, ou de la Statue de la Liberté. Donc j'y vais, avec mon groupe, on y va. Et effectivement, Madame Mitterrand était assise sur une caisse en bois pendant tout le concert. Et c'était dingue, c'était assez dingue. C'était mon premier concert à New York dans ce genre de conditions et c'était superbe, c'était éclatant. Il y a eu un autre moment dingue, c'est au Danemark, un festival où vous avez une toute petite scène et vous avez eu plus de monde que sur la grande scène, Louis Bertignac. Oui, parce que c'était le festival de Roskilde qui a toujours lieu tous les ans là-bas. Et il y avait des têtes d'affiche, il y avait, je crois que c'est cette année-là, je crois il y avait peut-être ZZ Top, il y avait Leonard Cohen, il y avait... Et ils étaient tous sur une grande scène et nous on était sur un petit chapiteau, mais on jouait en même temps qu'eux et on a commencé, il y avait 20 personnes devant nous mais je sais pas pourquoi ça s'est rempli et à la fin ça débordait du chapiteau, il devait y avoir 12 000 personnes qui nous regardaient, j'étais ému parce que c'est la première fois que j'avais un tel succès devant des non-français. Et parmi les moments forts de votre carrière, il y a un album qui s'appelle Elle et Louis, où vous avez eu une choriste prestigieuse. Vas-y guitare. Vanessa Paradis était votre choriste. Ouais. C'est-à-dire, je l'avais rencontrée parce que je faisais la promo de ces idées-là et elle faisait la promo de Joe le Taxi. Donc j'avais rencontré, je l'adorais cette petite. Et j'avais même demandé à sa mère pour quand elle serait plus grande. Et elle m'aimait bien aussi. Donc on a pris le numéro, on était potes. Et un jour elle m'appelle et elle me dit il paraît que t'es à New York. Moi j'y suis aussi. Génial, on se voit. Viens au studio, on est en train de bosser. Donc elle vient au studio et je lui demande tu veux pas faire des chœurs sur mon disque, j'ai besoin de deuxième voix. Oh oui, volontiers. Et voilà. Donc elle a fait des chœurs sur plusieurs chansons royalement, première prise à chaque fois, c'était la meilleure. Et puis un autre moment royal que vous avez vécu, c'est au final des concerts de Johnny avec ça. Y'en a qui naissent dans les pays drapeaux, au son des cris militaires. Fils de personne par Johnny et Louis Ah Bertignac, ça c'est un grand moment. Bah oui, tous les soirs, ça se passait comme ça. Il avait flashé sur un de mes albums qui s'appelait Le Grizzly. Et du coup, il m'avait demandé de faire sa première partie. Et donc, bien sûr, je veux bien. Il m'invite à dîner pour en discuter. Et on dîne. Et puis pendant le dîner, je lui dis, écoute, quand j'étais petit, j'étais un fan de toi. J'avais tous tes 45 tours. Et je t'avoue que j'ai du mal à me faire à l'idée que je suis en train de dîner avec toi. Il me répond, à l'idée. Bon. Et puis, on a fait cette tournée, une tournée des stades en première partie de Johnny. Et il me proposait justement de jouer ce morceau. Mais c'était son avant-dernier morceau.
Donc je faisais ma première partie et ensuite j'attendais la fin de son concert parce que je devais jouer avec lui. Et ensuite j'étais dans la loge et ce qui était incroyable, c'est que il passe le premier soir, il passe par la loge et il me dit tu veux rentrer chez toi ce soir? Il y a de la place dans le jet. Je dis volontiers, parce que sinon j'attendais, je dormais à l'hôtel toute la nuit, et puis j'attendais le lendemain, et je prenais le train et je rentrais chez moi. Alors que grâce à lui, il m'a refait le coup tous les soirs. Il y a toujours ta place dans le jet. Donc, après le concert, après ma première partie et le concert de Johnny, en général, 1 heure après, j'étais chez moi. Ben voilà, le luxe absolu que ouais. vous évoquez dans ce livre, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 28 avril 2022. Donc à tout de suite sur Sud Radio avec Louis Bertignac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Louis Bertignac, donc 28 avril 2022, sortie de ce livre, Jolie petite histoire au Cherche Midi. Jolie petite histoire, c'est le titre d'une de vos chansons, mais aussi le titre de vos mémoires. Pourquoi faire ce livre ? Parce que j'attendais. Je me disais, t'es un peu jeune, ta vie n'est pas terminée, donc on va pas l'écrire maintenant. Et puis j'ai rencontré ce type, Guy Carlier, que j'ai trouvé extrêmement sympathique. On s'est découvert beaucoup de points communs, genre les Rolling Stones, l'amour pour la musique. Et il m'a dit, ok, tu veux pas essayer? On essaye tous les deux, si tu veux. Donc je dis, ok, on essaye. Il est venu à la maison. Il m'a comme interviewé pendant des heures. Quel est ton premier souvenir? Donc le coup du bateau. Et ensuite, quand t'étais petit, etc. Donc, ça s'est arrêté avant téléphone, mais il m'a dit, bon, on arrête là, j'ai de quoi. Et il m'envoie, 3 semaines après, il m'envoie les 100 premières pages du bouquin. Et ça s'est arrêté avant téléphone, et j'ai lu ça, mais je l'ai bu comme un nectar, et c'était super bien écrit. Et là, je me suis dit, ouais, il faut profiter de cette occasion. Voilà. Donc, j'ai continué à lui envoyer des histoires, en général par téléphone ou par mail. Je lui racontais, voilà l'histoire de ci, voilà l'histoire de ça. Par téléphone, pour vous, c'est normal, finalement. Ouais. Et je rappelle que Guy Carlier, nous le retrouvons sur Sud Radio tous les matins à 7h50. Oui. Ce qui faisait que, parfois, je lui envoyais des idées, je l'appelais, est-ce que c'est bien, à ton avis, on pourrait parler de ça, non? Et je lui laissais un message à 3h du matin, et il me rappelait, je viens de me réveiller, ouais, c'est une très bonne idée. Alors, il faut savoir aussi que ce livre, c'est une façon de répondre à vos fans, ce que vous n'aviez pas fait et vous le regrettiez, Louis Bertignac. Bien sûr, je reçois beaucoup de courriers, et je note, je mets une croix, enfin, sur l'ordi, on met une croix, et je repousse à plus tard les réponses, et puis ça fait que ça s'accumule avec le temps, et je peux jamais leur raconter ce que je veux leur raconter. Et donc, ce bouquin, c'était une bonne façon de leur expliquer, de répondre aux questions qu'ils me posaient. Et de tout raconter d'une vie qui n'a pas toujours été un conte de fées, même si vous avez chanté Cendrillon. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Cendrillon, c'était Romy Schneider pour vous? Oui, j'avais déjà écrit cette chanson, mais j'avais écrite à moitié et elle est décédée et je me suis dit qu'elle méritait quand même une chanson. Donc ça s'est transformé en hommage à Romy. Et surtout, ce livre, c'est un livre de sincérité. C'est-à-dire que vous ne cachez rien de vos hauts, de vos bas, de vos addictions. Tout y passe parce qu'il faut être sincère, Louis Bertignac. C'est le seul moyen que je me suis trouvé dans ma vie pour pas être ridicule, c'est de dire simplement les choses. Et au public aussi, quand je suis sur scène, je suis pas Jagger qui invente des choses. Je suis Bertignac qui raconte sa vie à ses potes. Voilà. En même temps, vous avez eu des addictions à la drogue, vous en êtes sorti sans un autre traitement qu'un planning que vous avez tenu. C'est pas si fréquent. C'est vrai, ça m'a bien aidé, mais il fallait trouver une solution parce que j'étais plusieurs personnes. J'étais surtout 2 personnes. Celui qui est un peu raide le soir et qui jure qu'il y touchera plus. Mais l'autre personne du lendemain qui dit ouais, elle est encore une petite. Et donc un soir, j'ai écrit sur mon tableau parce que on m'avait offert un grand tableau avec genre calendrier Monday, Tuesday, Wednesday, etc. jusqu'au Sunday. Et
Donc j'avais marqué, à côté de Monday, j'avais écrit No Dope, à côté de Tuesday, No Dope, etc. C'était mon programme de la semaine. Et donc quand je me couchais et que j'avais réalisé le No Dope, eh ben j'avais réussi ma journée. Donc au bout d'une semaine, j'avais décroché. Voilà. Et vous avez eu une autre addiction, mais beaucoup plus douce, c'est la PlayStation. Entre autres, ouais, je suis un peu fan de jeux vidéo aussi. C'est extraordinaire parce qu'en fait, cette PlayStation, elle est sortie en France en 95 et il y avait des symboles au lieu de lettres parce que c'était une façon de toucher tout le monde. Ah ouais. Le créateur qui s'appelait Teiji Goto avait trouvé cette formule. Alors, il y a eu des choses extraordinaires dans votre carrière et il y a eu notamment une tournée en Inde qui vous a marqué, Louis Bertignac. Bien sûr, ouais. Comme souvent, on me propose des tournées à l'étranger et je dis jamais non parce que j'adore voyager en faisant mon métier. J'aime bien voyager en vacances, mais je préfère voyager en donnant quelque chose aux gens. Plus que des euros à la chambre d'hôtel, on a tendance à s'ennuyer. Alors que quand j'y vais, profiter du pays et les remercier en jouant de la musique, c'est un plaisir absolu. Donc évidemment, la tournée en Inde, ça a fait partie de nombreuses tournées à l'étranger. Et j'ai adoré ce pays. C'était très différent de chez moi, mais en même temps, c'était une culture très ancienne, très riche, mais extrêmement différente. Et donc, j'ai adoré ça. Et Katmandou vous a marqué? Oui, tout le monde me disait, tu vas t'éclater à Katmandou. Et c'était le dernier concert de la tournée. Je devais y rester 2 jours, je suis resté 3 semaines. Je voulais plus rentrer. J'ai adoré cette ville. Et puis, j'ai rencontré des musiciens de là-bas. Géniaux. Mais la culture hindoue vous a marqué jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais elle a commencé à me marquer à l'époque des Beatles, quand George Harrison reprenait des trucs qui sonnaient un peu indiens. J'étais influencé par les Beatles, de toute façon. Et puis il y a eu aussi un concert à Phnom Penh. Quand vous êtes arrivé, il y avait une affiche de 20 mètres de haut avec votre visage. Mais oui, mais comme ils pouvaient pas imprimer un truc pareil, c'est les mecs qui peignaient l'affiche. Ils étaient sur des immenses échelles et ils peignaient sur l'affiche. Et quand je suis arrivé, j'ai vu les mecs en train de peindre ma gueule, très très grand. C'était surprenant. Et surtout, Phnom Penh, vous étiez connu jusque-là? Non, mais à chaque fois que j'ai été joué à l'étranger, j'étais un pur inconnu. Mais j'étais gratuit, je demandais pas d'argent en général quand j'allais à l'étranger. Donc j'ai joué en Chine, j'ai joué un peu partout, comme ça. Mais à Phnom Penh, je sais pas, ils se sont fait une fierté de m'accueillir royalement. Oui, et surtout, il y a un groupe qui a repris cette chanson. Alors, ce qui est extraordinaire, cette chanson, le groupe l'a repris sans en comprendre un seul mot. Oui, comme moi quand je chantais en anglais au début. Et ils n'ont pas repris que celle-là. Je crois qu'ils ont fait plus ou moins tout l'album. L'album 96. Ça a été une des premières parties de ce concert à Phnom Penh. Alors il y avait une chanteuse royale aussi, et il y avait ce groupe-là qui reprenait que de mes chansons, mais en yaourt, quoi, sans comprendre ce que ça disait. Et c'était trop marrant. Et je les voyais. Tu brilles dans le noir, des trucs comme ça. Et j'étais très surpris parce que ça me rappelait, moi, quand j'étais gosse et que je jouais des chansons dont je comprenais pas un mot. Et à l'époque, d'ailleurs, quand vous étiez jeune, vous étiez persuadé qu'on ne pouvait pas chanter autrement le rock qu'en anglais, Louis Bertignac. C'est vrai, jusqu'au jour où j'ai croisé Higelin. Et ça a changé. Et puis, il y a un autre souvenir mémorable, c'est un concert de Prince à Monaco, où vous êtes l'invité du Prince Albert, Louis Bertignac. Ouais, en fait, j'étais royalement hébergé par Carla et son mec Nicolas, qui était président. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, voilà. Et donc, ils ont décidé de me rendre la vie plus belle parce que je venais de me faire larguer par la mère de mes filles, donc j'avais l'impression que tout le monde m'abandonnait, que mes filles et ma femme partaient et que j'étais tout seul et j'étais en train je constatais que j'avais vraiment raté ma vie finalement. Donc j'étais extrêmement triste et Carla me fait venir et tout de suite le président me dit « Oh, j'ai connu ça en pleine campagne électorale, on va s'occuper de vous, vous allez voir, monsieur Bertignac. » Et donc ils m'ont fait faire un peu de sport et 2 jours après, j'apprends que Prince faisait un concert surprise à Monaco. Et donc au dîner comme ça, je dis à Nicolas
Excusez-moi Nicolas, il y a Prince qui donne un concert à Monaco. Est-ce que vous auriez pas un plan pour que je puisse entrer dans la salle et même pour y aller, parce que j'avais pas ma voiture. Et du coup, il a pris ça comme un challenge. Il s'est empressé de téléphoner au ministre d'État à Monaco. Et effectivement, le lendemain matin, au petit-déj, il me dit bon, je vous ai trouvé un plan. Ce soir, il y a le prince Albert qui vient dîner ici. Vous rentrez à Monaco en hélico avec lui. Il y a une chambre d'hôtel qui vous est réservée. Et le lendemain, vous allez avec le prince voir le concert de Prince. Extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, ça m'a remis un peu sur pied, toute cette histoire qui me changeait de la vie ordinaire, qui me faisait oublier cette grosse galère, cette misère. Et ben, ça s'est royalement bien passé. Le prince Albert, après le concert, me dit, vous voulez qu'on aille dans la loge? Je dis, avec plaisir. Et je commence à discuter avec Prince pendant un bon moment. Et Prince était mon héros, c'est un mec fantastique, c'est un musicien extraordinaire. Et donc, ok, je discute avec lui. Et au bout d'une demi-heure, le prince me dit, bon, on va y aller. Donc je dis au revoir, je peux avoir une petite photo? Il me dit, sorry, no photo. Bon, je ne voulais pas prendre de photos. Ouais. Un autre souvenir extraordinaire qui vous a marqué et une fierté de votre vie, vous avez créé un festival de musique au Maroc à Essaouira. Ah ouais. C'est-à-dire, je débarque par hasard à Essaouira, je cherche un hôtel et finalement, après une nuit blanche, je tombe dans une auberge. Et je prends le petit-déj, l'auberge c'était des genres de cases. Donc je suis dans ma case, je prends le petit-déj, je suis en train de jouer de la guitare sur le lit, et un mec qui passe comme ça, il se met devant, je dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et il me dit, il attend la fin de mon impro, et il dit, tu vois, il y a 10 ans, sur le même lit, il y avait Jimi Hendrix qui jouait un blues, et je l'ai croisé. Ah ouais, si tu m'intéresses, tu veux boire un thé? Donc il boit le thé. Et il me dit, tu sais, Jimmy a été très intéressé par la gile et la musique des musiciens d'ici, les musiciens gnawa. Et si tu veux, je te présente pas mal de musiciens parce que je les connais tous, ceux de la ville. Donc chaque soir, il m'organise un concert, enfin un bœuf, avec chaque musicien, chaque malem, c'est-à-dire le maître qui joue cette musique. Et j'ai joué avec tous. Et à la fin du truc, je lui dis, mais attends, c'est génial, nos musiques se mélangent vachement bien. Il dit, ouais, c'est vrai. Donc je lui dis, tu veux pas organiser un festival où tu fais venir des gens de France, d'Europe, et qui font le bœuf, mais devant un public et avec ses musiciens. Et il me dit, ouais, je veux bien essayer, c'est compliqué. J'y retourne 6 mois plus tard, je lui demande, c'en est où? Il me dit, c'est très difficile. Et puis un an après, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis fier de t'inviter au premier festival d'Essaouira. Et ça a marché. Il faut savoir, dans les années 60, Essaouira, c'était un oasis pour les hippies du monde entier. Ouais. Il y avait non seulement Jimi Hendrix, mais Cat Stevens qui venait faire de la musique. Ah ouais. Et donc, le festival a lieu, et le roi Mohamed VI vous dit, je connais vos chansons, je les ai connues quand j'étais enfant. Ouais, j'étais surpris. On appelait M6. Ouais, exactement. Et puis, mais c'est vrai, on me présente à Mohamed VI, le roi qui était venu assister au festival, ça devait être la 3e année, et ça marchait bien ce festival. Il y avait de plus en plus de monde, et donc il était en train de déjeuner, donc on vient me présenter, il se lève, et type Louis Bertignac du groupe Télé. Moi je connais très bien Louis Bertignac, j'écoutais ça quand j'étais petit. C'est magnifique. Alors, il faut savoir pour Carnet Rose que vous êtes marié récemment pendant le Covid, avec un nombre limité de personnes, ce qui vous a pas empêché. Voilà, et ça vous a pas empêché d'attraper le Covid. Non, parce que mon témoin avait le Covid, mais il savait pas, donc il a refilé à 14 sur 17. Voilà. Mais tout ça, c'est le passé. Maintenant, l'avenir, vous le préparez. Oui, bien sûr. Avec de nouvelles chansons, car ça va continuer. Tout à fait. Je suis en train de bosser sur plein de morceaux et tout ça sortira début 2023. Voilà. Et en attendant, je recommande à celles et ceux qui vous aiment, et ils sont nombreux, de lire Jolie petite histoire au Cherche Midi, des mémoires d'une grande sincérité, où on vous découvre au-delà de vos musiques. Et finalement, vous êtes heureux aujourd'hui, ce qui n'était pas toujours le cas. Ouais, c'était pas toujours le cas forcément, mais disons que
les situations heureuses m'ont rendu heureux et les situations difficiles m'ont rendu fort. Donc aujourd'hui, je me sens fort et heureux, donc tout va bien. Voilà, et vous parlez vrai et nous parlons vrai, c'est dire si vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Merci Jacques. Merci Louis Bertignac, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.